Top Congo, il est 19h. Ce journal vous est proposé par Equity BCDC. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. 145 personnes massacrées dans le village de Kizimba, dans le territoire de Rutshuru, par des éléments de la coalition RDF M23. C'est dans ce camp de Rutshuru, c'est le ministre d'État en charge de l'intégration régionale qui l'a annoncé à l'ouverture de la session ministérielle du mécanisme régional du suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Antipas Mboussanyamwisi a condamné l'agression de la RDC par le Rwanda, pourtant signataire de l'accord cadre. Top Congo FM. La CENI prête à organiser les élections dans le délai constitutionnel. C'est le deuxième vice-président de la CENI qui l'a rappelé. C'était lors de la clôture des journée portes ouvertes au siège de la centrale électorale. Didi Manara a à l'occasion présenté la proposition de la CENI quant à la répartition de sièges dans les zones qui sont en guerre. Top Congo FM. Les cantines militaires, toujours opérationnelles à Kinshasa, elles sont approvisionnées par le service national depuis 2021 avec un sac de maïs de 25 kilos qui continue de coûter 18 000 francs congolais. Le commandant de ce service a effectué une visite d'inspection dans des cantines de quelques camps militaires de Kinshasa. Top Congo FM. Colère des agents de la DG, de la DGRAD. Ils réclament le paiement de leurs primes. Il s'agit de la plus-value et de la rétrocession. 62 milliards de francs congolais pour la DGI et 12 milliards pour la DGRAD. Selon eux, ces primes sont bloquées par le ministre des Finances. Ils l'ont déclaré jeudi à Kinshasa. Voilà pour le sommaire. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Eric Ambago. Bonjour. 145 personnes massacrées par des éléments de la coalition RDF M23 dans le village de Kizimba, dans le territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. C'est le ministre d'État en charge de l'intégration régionale qui l'a annoncé à l'ouverture de la session ministérielle du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba qui se tient à Bujumbura, au Burundi. Antipas Mboussanyamwisi a condamné l'agression de la RDC par le Rwanda, pourtant signataire de l'accord cadre d'Addis Abeba. On l'écoute. Nous venons d'apprendre la mort de notre collègue Ali Aziza. Il est connu sous le nom de Aziza. Nous exprimons toute notre compassion à la famille, aussi bien de l'Assemblée que sa famille biologique. Et camp des déplacés congolais dans le Nord Kivu, dans le village de Kizimba, non loin de Kichanga, a été attaqué par les troupes du M23 soutenues par leurs alliés du RDF. Et nous déplorons à ce moment ici 145 morts. Et on recherche d'autres. Et cela, c'est dans la même région où à Kishiché, nous avons déploré plus de 131 morts il y a quelques mois. Mon pays, la RDC, achève ce jour le mandat lui confié à travers son président, afin de présider aux destinées du mécanisme régional de suivi au cours des 15 derniers mois. Pour matérialiser sa vision à la tête du mécanisme régional de suivi, le président Félix-Antoine Tshisekedi avait placé son mandat sous le signe de la consolidation des progrès modestes accomplis dans la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba et du renforcement de la coopération régionale pour gagner le pari de la paix durable. De ce qui précède, la RDC demeure attachée à l'esprit et à la lettre de l'accord cadre et soutient toutes les initiatives de sa revitalisation qui appellent une évaluation sans complaisance, franche et sincère. Car, comment devrait-on comprendre que ce soit exactement le moment où la RDC assume la présidence tournante de cet accord, qu'elle soit injustement agressée par un État membre bien identifié, violant l'engagement régional numéro 3, avec un motif fallacieux de révisionnisme et du principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, principe fondateur de notre organisation continentale, l'Union africaine. Ces pays, à l'occurrence le Rwanda, le Burundi et enfin l'Ouganda, pays d'origine des ADF-MTN, doivent tendre la main à ces groupes armés dans le cadre des processus DDR régional. Toutefois, la RDC en appelle à la mise en œuvre de ce processus dans la sincérité et dans la transparence et n'hésitera pas un seul instant à procéder au rapatriement de tout combattant étranger désiré de rentrer dans son pays car la RDC n'a rien à gagner
la présence des groupes de quelque origine extérieure que ce soit sur ce territoire national. Le ministre de l'intégration régionale, Antipas Mboussa Nyamwisi, je vous rappelle que cette réunion ministérielle se tient avant le sommet des chefs d'État qui va évaluer l'accord cadre d'Addis Abeba. Entre-temps, l'inhumation des personnes massacrées à Kizimba a eu lieu cet après-midi. C'est Jean-Claude Bambazé, membre de la société civile du Nord Kivu, qui l'annonce. Il indique que les éléments de la force régionale de l'EAC qui sont basés à 5 km du village, notamment à Kichanga, ne sont pas descendus pour faire le constat. On l'écoute. Rien ne se passe à part la désolation au sein des populations qui ont été victimes. Aujourd'hui, cet après-midi, c'était en tout cas un moment très difficile pendant l'inhumation de toutes ces personnes-là qui sont décédées. Mais il faut dire que les FARDC, en tout cas, ils sont pas proches de cette zone-là, ils sont trop loin. Et ceux qui sont plutôt proches, c'est les militaires de l'EAC, notamment les contingents burundais, qui sont à plus ou moins à 5 km liés à des massacres. Mais en tout cas, sur le plan sécuritaire, il n'y a aucune mesure qui a été prise pour sécuriser les restes des populations qui ont pu survivre à ce massacre qui s'est commis dans cette localité de Kizimba. Donc la population a été massacrée dans une zone qui est contrôlée par l'EAC? Non, c'est une zone où il y a contrôlé totalement par le M23, mais l'EAC est à plus ou moins 5 km de cette zone-là. Mais pourquoi ils ont été massacrés d'après vous? Bon, écoutez, je pense que c'est dans cette cruauté toujours du M23. Donc, vous savez très bien que là où ces gens passent, ils continuent toujours à massacrer des populations, massacrer des gens. Bien entendu, c'est une zone aussi où, en tout cas, on signale les groupes armés, des groupes de résistants. Partout ils passent, sont en train d'égorger les gens, de piller sérieusement. Est-ce que les éléments de la force régionale de l'EAC sont descendus pour faire le constat? Non, ils ne sont pas descendus dans cette zone-là. Parce que ce matin, ils étaient toujours dans la cité de Kichanga où ils sont installés. Jean-Claude Bambazé, membre de la société civile du territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu. Dans la province de la Chopo, il est plus qu'urgent de mettre fin aux tueries enregistrées ces derniers jours suite au conflit intercommunautaire entre les Mbolé et les Lingola dans la commune urbano-rurale de Lubunga. Ceci pour éviter la politisation et aussi l'immixtion des ennemis de la paix dans cette partie du pays. C'est un message de la paix des fils et filles nés des parents Mbolé et Lingola. Ces derniers très navrés condamnent avec la dernière énergie cette barbarie qui endeuille la province et sollicite l'intervention des autorités compétentes pour ramener la paix entre les deux communautés et aux communautés en conflit, de fumer le calumet de la paix, car elles sont contraintes de vivre ensemble. On écoute à ce sujet leur représentant, maître Patrice Thomas Akala, avocat au barreau de la Chopo. Il a été joint au téléphone par Godelive Obando. C'est une désolation parce que c'est encore des morts de trop pour la commune de Lubunga, pour la ville de Kisangani, pour la province de la Chopo et pour la République démocratique du Congo. Ces morts de trop devaient être évitées depuis longtemps. C'est une situation qui date d'au-delà de 6 mois. Il y a eu des alertes de partout. En ces jours, qu'on arrive à ce niveau, c'est dire que demain ça reste encore très flou si toutes les autorités ne s'impliquent pas. Les autorités locales, provinciales, nationales ne s'impliquent pas. Nous risquons encore de vivre les mêmes situations que nous déplorons en ces jours pour Beni, Ituri et partout en République démocratique du Congo. Parce que si l'ennemi s'invite à la situation sécuritaire de ces jours de la ville de Kisangani et de la commune de Lubunga et communautairement, c'est le pire qui va arriver. C'est déplorable. Nous invitons vraiment mes oncles de Lingola et de mes frères Mbolé pour la paix. Privilégions la paix parce que nous sommes obligés de vivre ensemble pour que nous ne puissions pas ouvrir la porte aux ennemis de la paix qui peuvent prendre la situation et politiser cette situation qui va encore nous endeuiller. Maître Patrice Thomas Akala, avocat au barreau de la Chopo. Dans la province de Maïdombe, on parle encore du conflit Teke-Yaka à Kwamut. Les jeunes ressortissants de cette province saluent l'implication du président de la République et les efforts consentis par le gouvernement pour le rétablissement de la paix dans cette partie du pays. Réunis jeudi à Kinshasa, ils ont dénoncé la présence des milices qui s'installent dans certains villages et instaurent le paiement illégal des taxes sans être inquiété. On écoute Kilara Liswama au micro de Rémi Moulingati.
Nous saluons avec satisfaction l'implication du président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, et son gouvernement pour les efforts consentis en vue de ramener la paix dans les territoires de Kwamouth. En effet, nous jeunes Téké, ayant perdu nos parents, nos frères, nos sœurs, nos enfants et autres dans ce village pris, dénonçons avec force l'occupation de nos villages par les milices extrémistes dans lesquelles ils ont érigé des barrières pour percevoir des taxes sans inquiéter par les autorités compétentes. Par ailleurs, nous déplorons à ce jour la mort par décapitation de nos chefs coutumiers, à l'occurrence les Koudengweme, Ngali de Masiakwa, Imbarankie de Boku, Bibelo de Fadiaka et les autres. Nous sollicitons à son Excellence, Monsieur le Président de la République et son gouvernement de mettre à toute œuvre hors d'état de nuire les commanditaires et les exécutants de cette atrocité commise dans notre territoire. Car ceci sapent les efforts quotidiens du chef de l'État qui se bat jour et nuit pour le rétablissement de la paix dans toute l'étendue de notre pays. Kilarali Swama, il est le porte-parole de la jeunesse de Maïdombe à Kinshasa. Et puis le gouvernement congolais devrait s'impliquer pour une représentation croissante des femmes dans l'armée et dans la police. C'est l'essentiel du message lancé à Kananga, dans la province du Kasaï central, par la synergie des associations d'accompagnement des femmes candidates au cours d'un dialogue avec les leaders politiques. Cette synergie se dit préoccupée par la faible mise en œuvre du plan d'action de la résolution 1325 de l'ONU qui réaffirme le rôle important des femmes dans notamment les négociations de paix et la reconstruction après conflit. Détail à la saveur Makuba. Plusieurs souhaits ont été exprimés par la synergie des associations d'accompagnement des femmes candidates. C'est notamment l'implication des autorités congolaises pour une représentativité féminine dans l'armée tout comme dans la police. Lançons un appel vibrant au gouvernement congolais pour remplir ses responsabilités en encourageant la représentation de la femme au sein de la police nationale et les forces armées conformément à l'objectif 6 de l'axe 2 du plan d'action national. Autre point fort de ces dialogues entre partis politiques et organisations de la société civile, c'est l'engagement pris par les responsables provinciaux des formations politiques d'aligner au moins 50% des femmes sur les propositions des listes des candidats à soumettre à leurs responsables nationaux. Sentiment de satisfaction pour les organisateurs qui ne comptent pas s'arrêter là avec cette démarche. Nathalie Kambala et de FMDI. L'étape qui va suivre, c'est aller maintenant au niveau national, rencontrer les autorités morales pour négocier avec eux, pour dire que déjà au niveau de la province, nous avons déjà eu des assurances d'accompagnement de femmes par vos partis politiques. Nous voulons nous rassurer que vous aussi au niveau national, vous allez mettre les femmes sur les listes des élections. Plusieurs thématiques ont été développées, entre autres, qui des différents engagements pris par les partis politiques développés par Albert Kyungo. Cette activité a été organisée par Krong, RFDF, FMDI, CBMT, RFED et AGVODI des Kananga, Alain Saver Makoba pour Top Congo FM. Et à Kinshasa, les cantines militaires sont toujours opérationnelles et sont approvisionnées par le service national depuis 2021 avec un sac de riz qui coûte 25 kilos, qui coûte donc 18 000 francs, un sac de 25 kilos qui coûte 25 000 francs congolais. Le commandant de ce service, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, a effectué une visite d'inspection dans quelques cantines des camps militaires de la capitale congolaise. Détail, Béro Matanda. La fin du mois est devenue un sujet de joie dans les camps militaires. Ce n'est pas pour recevoir la solde seulement, mais aussi et surtout, c'est parce que le service national ravitaille les cantines militaires en farine de maïs en provenance de Kanyama-Kassese. Les bénéficiaires qui sont les militaires achètent le sac à 18 000 francs congolais. Ce jeudi, le général-major du service national a fait la ronde dans quelques camps militaires. Jean-Pierre Kassongo. Pour moi, c'était juste pas une visite ordinaire, donc une visite d'inspection pour m'assurer que celle-ci fonctionne normalement à la grande satisfaction des bénéficiaires, mais pour me permettre aussi de faire rapport au commandant suprême qui tient à sec, en dépit de la flambée de prix de la farine de maïs sur l'ensemble du territoire national, que les militaires, les policiers ainsi que leurs dépendants bénéficient de cette denrée qui est produite au service national au même prix qu'il avait indiqué lors du lancement des cantines dans les camps militaires, c'est-à-dire 18 000 francs
congolais pour un sac de 25 kilos. Les épouses des hommes en uniforme ont manifesté leur gratitude. Je remercie le président de la République, Félix Tshisekedi, pour ce qu'il a fait pour nous. Depuis qu'il a installé ce dépôt dans les camps militaires, ça nous soulage. Nous achetions des sacs de farine de maïs à 48 000 francs congolais. Mais papa nous les vend à 18 000 francs congolais depuis 2021. Le numéro 1 du service national rassure qu'il n'y aura pas rupture de stock. Jean-Pierre Kassongo. Nos stocks sont suffisants. La farine que vous voyez ici fait partie de la production de maïs de l'an dernier. Nous avons dans nos prévisions, le stock est encore suffisant pour aller jusqu'au mois de juillet, parce que le mois de juillet, le maïs qui sera produit à Lovo ici dans le Congo central sera mis à contribution, mais aussi des grandes cargaisons qui viendront de Kanyamaka CC et des autres centres de production. Le service national promet d'ajouter des vivres frais dans les cantines militaires dans les tout prochains jours. Le journal, toute l'info du canal Info La Fréquence. Utile de Kinshasa. La commission électorale nationale indépendante prête à organiser les élections dans le délai constitutionnel. C'est le deuxième vice-président de la CENI qui l'a rappelé. C'était lors de la clôture des journées portes ouvertes au siège de la centrale électorale. Didier Manara a à l'occasion présenté la proposition de la CENI quant à la répartition des sièges dans les zones en guerre. Gino Réma Bouira de Charisma. Tout est bien qui finit bien. La CENI se réjouit d'avoir fourni à toutes les parties prenantes au processus électoral des informations nécessaires sur le processus électoral en cours. Durant 8 jours, cette institution électorale a organisé des journées portes ouvertes à l'attention de toutes les couches sociales de la population. Les portes du centre de nettoyage du fichier électoral de la CENI étaient ouvertes à tous, ce qui entre dans la vision de la centrale électorale qui tient à la transparence du processus. Lors de la cérémonie de clôture de ces journées, le deuxième vice-président de la CENI qui répondait aux questions de l'assistance a une fois de plus rassuré de la détermination de la centrale électorale à organiser les élections dans les délais prévus par la Constitution. Didier Manara a à l'occasion présenté les schémas proposés par la CENI quant à la répartition de sièges, surtout dans les territoires en conflit. Pour Massissi, 2006, 8 sièges, 2011, 8 sièges, 2018, 8 sièges, c'est-à-dire qu'il y a des fortes chances soumises dans les mêmes conditions de paix, dans les mêmes conditions environnementales. Massissi pouvait également bénéficier également des 8 sièges. C'est la logique mathématique et statistique qui est tout à fait claire. Rutshuru, même 7 sièges, 7 sièges, 7 sièges. Il y a de fortes chances que Rutshuru pouvait, soumise dans les mêmes conditions que tout le monde, reprendre ces 7 sièges. Voilà pourquoi la première proposition que nous donnons, c'est que lorsque nous allons répartir les sièges de Rutshuru, de Massissi, et nous allons regarder également dans un autre point si vraiment l'enrôlement n'a pas atteint nos assignations, cristalliser ce nombre de sièges. Et là, nous allons faire appel vraiment au sens patriotique des députés et sénateurs et au sens vraiment élevé de solidarité. Rappelons que les journées portes ouvertes de la CENI ont été organisées du 24 avril au 4 mai. Ginori Mabouira de Charisma. C'est peut-être la fin du désordre à l'UDPS. Manima, un comité de discipline vient d'être mis en place pour entendre tous les fauteurs de troubles. C'est la décision prise par les 3 fédérations du parti au pouvoir de cette province, rendue publique ce jeudi. On écoute à ce sujet Augustin Moulamba, porte-parole de circonstance des 3 présidents fédéraux de l'UDPS Manima. Les présidents fédéraux de Kindu, Maniema Nord et Maniema Sud ont suivi avec consternation la déclaration des soi-disant combattants et cadres faite à la presse locale et dans les réseaux sociaux, désavouant les gouverneurs de province et sollicitant la nomination d'un commissaire spécial au Maniema, demandant ainsi à l'autorité suprême et garant de la nation de poser un acte anticonstitutionnel. Les présidents fédéraux rappellent à l'opinion tant provinciale que nationale que ces brebis galeuses du parti ont agi sans qualité ni mandat et leur déclaration n'engage que leur propre personne. Par conséquent, une commission de discipline est constituée pour entendre ces enfants égarés et leur appliquer les sanctions prévues par les statuts et les règlements intérieurs du parti. Les 3 présidents fédéraux fustigent la facilité avec laquelle n'importe quel individu passe à la presse pour parler au nom du parti et demande aux médias de ne plus accorder de l'espace aux personnes qui n'ont aucune qualité pour engager l'UDPS au Maniema. Les 3 fédérations
demande à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, de remercier tous les indisciplinés qui occupent des postes au nom du parti et de procéder rapidement à leur remplacement par d'autres combattants restés fidèles aux idéaux de l'UDPS. Augustin Moulamba, le porte-parole de circonstance des 3 présidents fédéraux de l'UDPS Maniema. Parlons à présent du programme de développement local des 145 territoires. Comment évolue ce programme? Toute cette semaine, votre radio va proposer une série de reportages réalisés par nos correspondants en province. On débute cette tournée d'évaluation avec la province du Congo central. Le point avec notre permanent sur place, Dani Kidajita. Le programme de développement local des 145 territoires est visible dans la province du Congo central. Au total, 174 ouvrages ont été sélectionnés. Il s'agit notamment de 72 centres de santé, 93 écoles primaires et 10 bâtiments administratifs. C'est le gouverneur Guy Bandundungidi qui a procédé au lancement couplé à la pose des premières pierres. C'était du 21 au 27 mars 2023. Signalons que ce programme est réparti en 3 poules, à savoir le pool de l'Ouest, Sekebanda été choisi pour les lancements dans l'ancien district du Bas-Fleuve, Songololo pour les cataractes et Kazangulu pour la Lukaya à l'est. Notons par ailleurs que toutes les entreprises qui ont gagné le marché ont été servies en termes de financement et c'est sur base des devis présentés. À ce jour, les travaux sont effectués à plus ou moins 20% à déclarer et membres du comité de suivi contacté par Top Congo FM. Par ailleurs, la société civile déplore quant à elle l'état de délabrement des routes qui ne favorise pas l'acheminement des matériaux de construction pour d'autres territoires, notamment Kimvula et Lukula pour les secteurs de Kakongo, ainsi que dans le territoire de Luozi où la traversée du fleuve Congo par les bacs pose un sérieux problème. La remise de ces ouvrages aux bénéficiaires est attendue au mois de juillet prochain. Matadi Danikindanzita pour Top Congo FM. Dans la province de Lomami, les travaux du PDL 145 territoires n'évoluent pas très bien au territoire de Kamiji. Plus d'un mois après le lancement officiel des travaux, les notables locaux dénoncent la lenteur dans l'exécution des travaux. Sur 3 entreprises, une a mis seulement la fondation alors que les 2 n'ont encore rien fait. En plus, la population qui a fourni les matériaux n'est pas à payer. Jean-Hilaire Kazadi est au téléphone d'Ali Boukassa. Les travaux de 145 territoires. Sur 3 structures, il n'y a qu'une seule structure qui est à la fondation, qui travaille le bureau administratif, qui a déjà fait même la fondation. Mais les 2 structures, il y a une structure qui a 4 centres de santé et puis 4 écoles. Donc, jusqu'à aujourd'hui, ces gens-là n'ont pas même commencé la fondation. Mais nous avons vu seulement des jeunes gens là qui sont en train d'amasser seulement les moellons, les sables, les graviers. Ils disent seulement aux villageois, non, venez avec les matériaux, mettez ici ensemble, ils ont amassé. Ils n'ont pas payé. Ils n'ont pas payé jusqu'à aujourd'hui. Mais on se pose la question si réellement, donc un projet de chef de l'État, les gens peuvent venir pour commencer maintenant à souffrir des autres comme ça. Ils avaient abandonné leurs travaux pour aller chercher des pierres, chercher des graviers. Alors, c'est là où les gens se posent des questions. Jean-Hilaire Kazadi, notable de Lomami, de la province de Lomami, il est précisément à Kamiji. Poursuite des travaux de la 2e session du comité de classement des experts miniers à Kinshasa. L'objectif poursuivi par ces assises de 3 jours est de trouver des solutions aux contentieux entre les opérateurs du secteur minier et les services douaniers du Grand Katanga en vue de l'amélioration du climat des affaires. C'est ce qu'a expliqué Désiré Benoît Nyonda, directeur coordonnateur de l'audit interne de la DGDA, au micro de Rémi Moulingati. Parmi les missions de la douane, il y a également les classements des marchandises. Lorsqu'une marchandise est bien classée, cela va permettre également de percevoir correctement les droits et taxes des douanes. Il s'est fait que les miniers du Katanga utilisent un produit dans le processus de fabrication que nous appelons liant. Et dans la plupart des cas, les classements n'ont pas été correctement faits. Et ce qui a conduit à l'établissement de plusieurs procès-verbaux d'infraction en matière douanière. Et donc, c'est une question très technique et les autres ont refuté
accepté les allégations de la douane. Et c'est pourquoi on leur a donné l'occasion de déposer chacun son dossier, comprenant une fiche technique qui donne les caractéristiques précises de chaque produit utilisé dans les processus de fabrication. Et c'est pour cette raison qu'on a convoqué la réunion d'aujourd'hui, et pour leur donner l'occasion de déposer leur dossier. Et après, on va entamer les discussions. Il y a sûrement ceux qui vont avoir raison et ceux qui vont avoir tort par rapport au dossier. Ceux qui auront tort à ce moment-là, nous allons conclure le dossier contentieux et passer au paiement et des droits et des amendes. Pour ceux qui auront raison à ce moment-là, on va tout simplement procéder au classement sans suite de leur dossier. Désiré Benoît Nyanda, il est le directeur coordonnateur de l'audit interne de la Direction générale des douanes et accises. Une nouvelle banque en République démocratique du Congo, il s'agit de la banque tanzanienne CRD Bank, installée depuis 20 ans en Tanzanie et au Burundi. Elle a officiellement obtenu l'agrément de la Banque centrale mercredi. Cette nouvelle entreprise dans le secteur bancaire congolais veut apporter des innovations avec la digitalisation. Elle offre une connexion entre les opérateurs de la partie orientale du pays avec le port de Dar es Salaam, l'un des plus grands d'Afrique. CRDB se positionne comme l'un des premiers partenaires de développement économique de la République démocratique du Congo. Détail, Dieu merci, Loussa Koumoudou. Voilà la nouvelle qui réjouit la forte délégation tanzanienne de la CRDB Bank en RDC. Après plusieurs étapes de travail avec la Banque centrale, elle obtient enfin l'agrément lui permettant d'ouvrir ses portes en RDC. Avec 20 ans d'expérience et une extension au Burundi, la CRDB Bank s'installe en RDC pour faciliter l'inclusion financière et la transformation économique. Jessica Nyakiro, directrice pays de la CRDB Bank en RDC. Le potentiel de CRDB Bank va rehausser l'économie de la RDC et notre présence en RDC va aider à l'inclusion financière et transformer les vies et l'économie du pays. La banque vient avec la vaste innovation et une solution bancaire digitale qui va aider les Congolais à avoir accès digital aux services bancaires. Cela inclut l'ouverture des comptes, le transfert d'argent, paiement des taxes, des assurances. Notre objectif est de nous assurer que nous sommes le partenaire numéro 1 dans l'économie congolaise. Dans un premier temps, cette banque va débuter ses activités à Lubumbashi, mais avec la vision de s'étendre dans toutes les provinces d'ici 3 ans. Israël Chimanga est manager chargé des relations publiques de la CRDB Bank RDC. Nous allons débuter nos activités à Lubumbashi. Ensuite, nous allons nous implanter ici à Kinshasa et dans l'ensemble des provinces de la République démocratique du Congo. Car notre plan sur les 3 prochaines années projette une présence effective afin de favoriser cette inclusion financière que nous vous garantissons. Ainsi, nous saisissons cette occasion afin d'inviter l'ensemble, toute personne qui se sent dans le besoin d'une certaine bancarisation, venez à la CRDB afin de vous servir, afin de répondre à vos besoins. En RDC, la CRDB Bank veut apporter des solutions qui répondent aux standards internationaux. Notre présence sera une occasion pour améliorer la vie de tout un chacun en apportant des solutions bancaires telles que le crédit, les dépôts, des solutions de paiement soutenues et l'ensemble de nos solutions seront disponibles à plus de 90% par des canaux qui sont digitales. Et donc, vous êtes devant une banque moderne. La banque possède des systèmes digitaux qui sont très robustes et qui vont favoriser une automatisation afin d'éviter tout ce qui fait en sorte que le service bancaire devient lent en République démocratique du Congo ou tout ce qui fait que le secteur bancaire aujourd'hui en République démocratique du Congo présente certaines insuffisances que certainement vous avez eu l'occasion de connaître et de rencontrer. La CRDB Bank sera composée en majorité d'employés locaux et seulement de quelques expatriés. Dieu merci, Loussa Koumoudou. Parlons de la modernisation de l'aéroport international de Djili. Les travaux suspendus depuis 2 ans vont bientôt reprendre sur instruction du Premier ministre. Le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Luando, et celui des transports, voies de communication et des enclavements, Marc Ekila, ont effectué une visite d'inspection sur le site pour un état des lieux. Ils ont constaté que les travaux de construction de la nouvelle aérogare de l'aéroport de Djili est effectués par l'entreprise
l'entreprise chinoise Huitech stagne. Les deux membres du gouvernement ont précisé que les autorités congolaises sont déterminées à doter la RDC d'un aéroport moderne. Il est notamment prévu la construction de l'aérogare, des tarmacs, le prolongement de taxiways parallèles, les bretelles de 68 891 mètres carrés, la construction de viaducs de 8 000 mètres carrés, d'un parking véhicule de 1200 places. Suivez tour à tour le ministre des Transports, Marc Ekila, et le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Loando. Ils sont au micro de Mamichela. Nous avons eu des échanges avec la partie concernée qui était chargée des travaux et nous allons faire le rapport acquis des droits. Mais il faut noter qu'il est vraiment question de redémarrer les travaux ici sur le site de l'aéroport international d'Ndjili pour qu'une fois pour toutes ce dossier soit vraiment tourné. Parce que ça fait longtemps et le chef de l'État vient de donner encore une nouvelle fois un signal très fort. Voilà, on est là. Donc vous allez garder votre mal en patience. Les rapports devront être faits acquis des droits et que dans les jours qui suivent, nous allons certainement revenir encore ici pour baliser la voie, pour vraiment une fois pour toutes travailler sur cet aéroport. Voilà ce que je peux dire en complément de ce qui a été dit par le ministère à l'aménagement du territoire. Nous sommes venus, mon collègue, le ministre des Transports, voie de communication et désenclavement et moi-même, faire une visite en même temps d'inspection et de constat sur l'état d'avancement de ce grand projet, ce projet qui tient à cœur son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le gouvernement qui est conduit par notre Premier ministre, Jean-Michel Sama. Lancé le 2 mai 2018, leur coût global était estimé à 354 millions de dollars américains, dont 85% revenaient à la partie chinoise qui n'a pas déboursé un seul rond, alors que le gouvernement congolais avait préfinancé les travaux à hauteur de 20 millions de dollars américains, ce qui explique le blocage des travaux. Lutte contre les antivaleurs en cette période de passation des épreuves certificatives à l'EPST, la campagne de sensibilisation zéro antivaleur dans la province éducationnelle de Kinshasa, Lukunga, a été lancée jeudi par la vice-ministre de l'enseignement primaire secondaire technique Amita Namazia pour Jean-Pierre Yoy, provède de l'EPST Lukunga. L'objectif poursuivi par cette campagne est d'améliorer l'organisation de l'examen d'État, du TENASOSP et de l'ENAFEP en mettant fin à toutes les mauvaises pratiques autour de ces épreuves. La vice-ministre de l'EPST a, au nom du ministre Tony Mwaba, annoncé que des sanctions sévères seront prises contre tous ceux qui vont aller à l'encontre des directives prises pour lutter contre les antivaleurs. Suivez tour à tour Jean-Pierre Yoy, provède de l'EPST Lukunga, et Aminata Namazia, vice-ministre en charge de l'EPST. Ils sont au micro de Mamichela. Nous avons voulu combattre à travers cette campagne de sensibilisation en amont les systèmes de fraude, corruption, labo, suivi, maquis et puis points sexuellement transmissibles, aussi la tricherie dans les centres d'examen d'État. Les chefs de centres qui sont déjà sélectionnés pour gérer les centres de passation d'examen d'État aux épreuves hors session, les surveillants, les superviseurs, ils ont pris l'engagement, après cette sensibilisation zéro antivaleur, de mutualiser les efforts et de fédérer autour de son Excellence Monsieur le ministre d'enseignement primaire secondaire technique pour combattre rigoureusement les antivaleurs. Nous invitons les différents acteurs qui prennent part à ces différentes épreuves d'évaluation certificative, c'est-à-dire le comité provinciaux et nationaux, de s'imprégner scrupuleusement des directives et instructions réglementaires, ainsi de sanctionner sévèrement les personnes qui s'écartent de ces dispositions de lutte contre les antivaleurs. Vous venez de suivre tour à tour Jean-Pierre Yoy, provède de l'EPST Lukunga, et Aminata Namazia, vice-ministre en charge de l'enseignement primaire secondaire et technique. Ils étaient en sit-in devant le ministère de l'Emploi, Travail, Prévoyance sociale. Le regroupement des non-voyants intellectuels du Congo a manifesté pour réclamer la prise en compte de leurs revendications couchées dans un mémorandum le 3 mai 2022. Dans ce mémo, ils réclamaient notamment un emploi inclusif dans tous les secteurs et la mise en œuvre d'un atelier sur la sensibilisation de l'emploi des personnes handicapées. Une année après, rien n'a été fait dans ce sens. C'est à la suite de ces manifestations qu'ils ont été reçus par le directeur de cabinet
adjoint de la ministre du Plan. On écoute Israël Kabongo, président de ce regroupement, au micro de Dieu merci, Lusakumbunu. Notre discours d'aujourd'hui est une suite d'une démarche amorcée depuis l'année dernière, démarche qui consistait à demander au ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale d'initier une politique d'inclusion en faveur des personnes en situation d'handicap, particulièrement social handicap visuel. Alors, depuis que nous avions déposé ou amorcé cette démarche, nous n'avions plus de feedback. Raison pour laquelle nous étions revenus aujourd'hui pour enfin booster la démarche, et le cabinet du ministre nous a reçus et par l'entremise de son directeur de cabinet, ils nous ont fait de très très merveilleuses promesses, notamment la prise en compte de nos revendications en organisant un atelier à l'échelle nationale. Cet atelier qui va inviter toutes les couches de la société qui sont dans le climat du travail pour enfin les sensibiliser pour que nous puissions obtenir cette inclusion tant qu'entendue. Oui, nous sommes faits et puis nous attendons la réalisation. Israël Kabongo, le président du regroupement des non-voyants intellectuels de la République démocratique du Congo. Colère des régies financières, colère des agents de la DGI et ceux de la DGRAD. Ils réclament le paiement de leurs primes. Il s'agit de la plus-value de la rétrocession. 62 milliards de francs congolais pour la DGI et 12 milliards de francs congolais pour la DGRAD. Selon eux, ces primes sont bloquées par le ministre des Finances. Ils l'ont déclaré jeudi à Kinshasa. Ils reprochent également à Nicolas Kazadi de ne pas respecter les engagements pris avec les mobilisateurs des recettes. Le ministre des Finances avait promis de respecter les échéances, ce qui n'est pas fait, ce qui justifie donc cette colère. On écoute Fidèle Kiangui, il est président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique. Nous sommes aujourd'hui le 4 mai. La réunion pour la réconciliation des chiffres sur la plus-value n'a jamais été convoquée. La prime de rétrocession de 2023 du mois de février n'a été payée que hier. Au moment où nous parlons, les agents de régie n'ont pas encore touché la prime de rétrocession du mois de mars. Et la plus-value dont nous devrions nous rencontrer pour réconcilier les chiffres n'a jamais été payée jusque maintenant. Le ministre a préféré payer une prime spéciale. Devant cette situation, l'intersyndicale des régies financières prend à témoin le président de la République, le premier ministre, pour constater la non-tenue des engagements et la mauvaise foi du ministre des Finances. Et face à cette mauvaise foi et à la non-tenue de ces engagements, les agents et fonctionnaires des régies financières nous ont demandé de les laisser libres, aller discuter eux-mêmes avec les ministres des Finances. Parce que trop c'est trop. Fidèle Kiangui, le président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique. On termine par cette nouvelle dans la province du Congo central où le centre de santé Tumba Mission est en détresse. Il n'arrive plus à payer ses factures d'électricité. Une dette totale qui avoisine plus de 752 000 francs congolais pendant près de 5 ans. Les recettes réalisées sont reparties entre le personnel, le comité de développement du centre, le fonctionnement et les autorités de la zone de santé de Kwilu-Congo. Détail Cyril Milandou. Selon un infirmier du centre de santé de Tumba Mission, les factures non payées de la SNEL remontent au mois de septembre 2018 jusqu'au mois de janvier 2023. Serge Samba est infirmier. Nous avons un sérieux problème depuis un certain moment. Nous sommes incapables de payer la facture de la SNEL. Et c'est à chaque fois que la SNEL nous envoie des factures. Mais nous sommes une structure étatique, donc centre de santé d'État. Mais malheureusement que la facture nous arrive chaque fois. Au moins la facture aussi est exagérée. Hein? Souvent c'est $20, donc c'est 40 000, 39 000, c'est presque dans ce genre de $20. Mais la plus grande préoccupation c'est celle-ci. Nous sommes une structure médicale étatique. Depuis 2016, nous ne sommes pas exonérés. Nous avons mené des démarches, mais malheureusement qui n'aboutissent pas. Les recettes réalisées par les centres de santé de Tumba Mission sont réparties de cette manière. 75% pour les personnels, 15% pour les fonctionnements, 5% pour les comités de développement et les autorités de la zone de santé ont 5%.
Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Retenez pour l'essentiel 145 personnes massacrées par des éléments de la coalition RDF M23 dans le camp déplacé du village de Kizimba dans le territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu. C'est le ministre d'État en charge de l'intégration régionale qui l'a annoncé à l'ouverture de la session ministérielle du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Antipas Mboussanyamwisi a condamné l'agression de la RDC par le Rwanda, pays pourtant signataire de l'accord cadre d'Addis Abeba. Top Congo FM. La CENI prête à organiser les élections dans le délai constitutionnel. C'est le deuxième vice-président de la centrale électorale qui l'a rappelé. C'était lors de la clôture des journées portes ouvertes au siège de la Commission électorale nationale indépendante. Top Congo FM. Les cantines militaires toujours opérationnelles à Kinshasa et sont approvisionnées par le service national depuis 2021 avec un sac de maïs de 25 kg qui continue de coûter 18 000 francs congolais. Le commandant de ce service a effectué une visite d'inspection dans quelques cantines des camps militaires de la capitale congolaise. Top Congo FM. Colère des agents de la DGI et ceux de la DGRAD. Ils réclament le paiement de leurs primes. Il s'agit de la plus-value, de la rétrocession. 62 milliards de francs congolais pour la DGI et 12 milliards de francs congolais pour la DGRAD. Selon eux, ces primes sont bloquées par le ministre des Finances. Ils l'ont déclaré jeudi à Kinshasa. Top Congo FM. Ce journal est complètement terminé. Mise en onde Chris Bivoula. Merci à Didi Bin Sika et Théo Lusakeno qui ont permis la diffusion de ce journal sur YouTube. Merci à Rachel Insiwe et Eric Lukoki qui ont participé à la rédaction de ce journal. Merci à Pascal Capalé qui était naturellement à la réalisation. Merci à vous d'avoir bien voulu nous écouter. L'actualité continue sur l'application Top Congo et les réseaux sociaux. À très bientôt. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce journal vous a